quand tu vois qu'un Elon Musk commande 100 millions de GPU Nvidia, la boîte ne peut que cartonner. Donc en gros 2024, eux c'est des vendeurs de pioches, donc ils en ont grave profité. C'est une opportunité, je compare souvent ça au Airbnb qui se ressemblent tous parce qu'ils ont tous des meubles Ikea et les décos c'est toutes les mêmes et du coup je trouve qu'il y a une sorte d'Ikeaisation du contenu. Yoann Lopez. En 2020, il lance Snowball, une newsletter sur les finances personnelles qui cartonne dès son lancement. Très vite, Yoann monétise sa newsletter qui génère 20 000 € de chiffre d'affaires en seulement 2 mois. 4 ans plus tard, Snowball est devenu le premier collectif français de newsletter. Yoann lève 1,6 million d'euros auprès de sa communauté et sa newsletter génère plus de 260 000 € d'ARR. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Time. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Yoann. Salut. Merci Yoann de participer du coup à cet épisode. Toi, tu es fondateur de la newsletter Snowball. Il y a plus de 80 000 personnes qui vous suivent sur la thématique de l'investissement, des finances personnelles. Ouais. L'idée aujourd'hui, c'était de parler, en fait, pas mal comme tu suis l'actualité, tech, business, les tendances économiques, de parler de ce sujet-là, mais aussi en tant que créateur de contenu. Parce que toi, tu t'es lancé en 2020 sur la newsletter. Ouais. Au début, en ton side project, en parallèle de ton travail donc directeur marketing en startup. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu as développé la newsletter en solopreneur. Maintenant, vous êtes une petite équipe, un peu moins de 10 personnes. Et on va parler du coup de création de contenu avec l'IA et aussi des un peu de nouvelles opportunités possibles avec l'IA, parce qu'il y a une section que moi j'apprécie particulièrement sur la newsletter qui est Makers, où tu partages des idées un peu business pour lancer des projets, avoir un complément de revenus. Pour commencer dès le début et être sur cette première section un peu des actualités business qui sont liées du coup forcément à l'IA, si tu devais revenir sur l'année 2024, on est en fin d'année, c'est quoi un peu la grosse claque que tu as pris en IA et ce qui t'a marqué, les moments forts un peu? Alors la seule que je retiens vraiment en mode où j'ai été bluffé, je crois que c'est assez récent, c'était avec... qui a fait un peu le buzz de Notebook LM avec la version podcast, de transformer n'importe quoi en podcast. Et j'ai trouvé ça assez bluffant en termes de rendu déjà, qui se rapprochait vraiment de quelque chose que deux humains auraient pu faire. Enfin, je sais pas si les gens qui nous écoutent ne connaissent pas, ça permettait de vraiment transformer un PDF, plusieurs PDF ou un compte LinkedIn, un compte Instagram en un podcast, donc où tu as deux hôtes qui discutent l'un avec l'autre. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez bluffant et vraiment bien foutu, quoi. Et c'était en mode, un peu comme quand j'ai vu le premier iPhone, tu sais, ça m'a fait vraiment ce truc-là. Ou le premier ChatGPT il y a 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans exactement. Ouais. C'était un peu le même effet et pourtant c'est un petit truc tout bête en soi, mais c'est un peu la grosse claque là, ouais. Ouais, je me souviens aussi, c'est vrai que ce qui est saisissant de réalisme, c'est la qualité dans la voix des hôtes qui rebondissent vraiment entre eux. Et on pourrait le mettre presque sur une plateforme audio Spotify et ça passerait assez bien. Ouais. Sur un peu les grosses actus, tendances pour résumer l'année 2024, toi, que ce soit d'un point de vue investissement, finances personnelles ou même au global sur l'impact au quotidien, au travail, sur l'IA, c'est quoi les éléments qui te viennent à l'esprit si tu fais un petit peu ce récap de l'année 2024? Bonne question, je dirais que c'était une année d'exploration. J'ai eu l'impression un peu, ça me fait penser à 2022, 2022 Web3, Metaverse, où il y a eu énormément de projets un peu dans tous les sens, sans qu'il n'y en ait aucun qui trouve vraiment l'application qui fait que ça décolle, quoi. Alors, ChatGPT, c'est des... Je sais plus combien ils ont d'abonnés là, peut-être 200, non? 150 millions. 150 millions, ouais. Alors c'est énorme, mais on n'est pas et on n'est pas sur un usage quotidien, etc. Mais j'ai l'impression que cette année, c'était vraiment l'exploration de toutes ces boîtes, énormément de levées de fonds, etc. Mais que c'est toujours en cours d'exploration et qu'on n'a pas encore trouvé the truc de l'IA qui fait que ça va vraiment décoller. Donc je la qualifierais un peu comme l'équivalent de 2022 en Web3. Alors j'espère que ça va pas faire comme le Web3 parce que bon, ça a bien mûri le secteur, donc c'est pas mort du tout. Mais ouais, donc je dirais ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant le flux d'informations qu'on a eu sur 2024. Énormément d'annonces assez impressionnantes dans tout secteur, hein, que ce soit du textuel, de l'audio, vidéo. Tous les jours, tu as un nouveau truc, quoi. C'est incroyable. C'est impossible à suivre. C'est vraiment la ruée vers l'or où il y a tout le monde qui voilà. Et après, tu as
t'as les vendeurs de pioches à la Nvidia, et là, d'un point de vue investissement, c'était quand même assez cool cette année pour ceux qui avaient mis des billes avant que ça décolle. Mais Ouais, là-dessus, justement, sur Nvidia, tu peux rappeler un petit peu, ouais. en gros, l'explosion d'Nvidia en bourse cette année, un peu les raisons aussi, et comment tu vois ça aussi après sur l'année 2025. Bon, grosse C'est question, mais Ouais, Nvidia, c'est assez simple, hein, vu qu'il y a une course effrénée entre tous les acteurs, Meta, Google, Amazon, maintenant XAI, etc., qui Ouais. se battent tous pour sortir le meilleur LLM, enfin le plus efficace ou le plus puissant, etc., ça nécessite énormément de puissance de calcul. Et donc aujourd'hui, le monopole, on va dire presque, c'est Ouais. Nvidia qui fournit donc les cartes nécessaires. Donc forcément, quand tu vois qu'un Elon Musk commande 100 millions de GPU Nvidia, tu dis ouais, enfin la boîte ne peut que cartonner. Donc en gros, 2024, vu que c'était vraiment l'explosion, l'effervescence, etc. dans le secteur, c'est les vendeurs de pioches, donc ils en ont grave profité. Et ça a commencé un peu avant, hein. Ça a commencé dès 2022, quand il y a eu les sorties de ChatGPT. Même avant, hein, Nvidia, enfin je me souviens, j'en avais parlé dans Snowball, du coup, bon call. Je sais plus quand c'était peut-être 2021 ou 2020, et je me souviens qu'à Ok. l'époque j'avais mis un petit paragraphe sur Nvidia est bien positionné pour l'IA, tu sais, parce que à l'époque Ouais. c'était En light. 2020, 2021, ouais, Ouais. il n'y avait pas grand-chose. Non, ils avaient une vision et tout, mais ça n'avait pas encore décollé. Donc voilà, la raison principale, c'est ça. Et après 2025, ça n'a pas l'air de ralentir là. Enfin, tu vois, alors, ouais, il commence à y avoir de la concurrence. Je lisais justement ce matin Amazon qui veut développer ses propres puces pour lancer genre un supercomputer en 2025 là, ou 2026, je sais plus. Donc ils vont avoir de la concurrence. Il commence à y avoir de plus en plus de boîtes qui disent ok, ça coûte cher les GPU Nvidia, peut-être que ce serait cool que je les fasse moi. Donc ils ont de la concurrence, mais ça reste encore un monopole, quasi monopole on va dire. Donc je pense que sur 2025, 2026, etc. Et puis il y avait je l'ai pas regardé en entier, mais il y a une interview du PDG de Nvidia qui était assez folle et qui expliquait pourquoi ils avaient un tel avantage. Et c'est pas que les GPU, c'est aussi toute la couche software qu'ils ont réussi à développer qui fait que en fait ils ont une sorte de stack complète du GPU jusqu'au software qui fait que bosser avec eux c'est la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui. Ok. En soi. Donc je pense que leur avantage concurrentiel, ils vont bien le garder et que ça risque de continuer enfin, en tout cas, le cours de l'action peut encore grimper si les investissements continuent, quoi. Ouais. L'ordre de grandeur en pourcentage de l'augmentation de l'action sur 2024, je sais pas, c'est énorme, non? Alors, je l'ai pas en tête, mais c'est peut-être... bonne question. Est-ce que c'est dans les centaines, c'est Centaines sûr? de pourcents. Ah oui, non, mais c'est gigantesque. Alors, j'ai un doute. Je sais pas si c'est 600 ou un truc comme ça, mais oui, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est plus que Bitcoin? Potentiellement, ouais. Sur 2024, ouais, je pense. Bref, ouais. Donc, ouais, c'est gigantesque, ouais. Ouais. Pour relier un petit peu à ton sujet, l'investissement, les finances personnelles, Mhm. qu'est-ce que tu penses des agents, assistants qui peuvent te conseiller, t'accompagner sur ces sujets-là? C'est parfois des solutions où on n'est pas très à l'aise d'en parler parce qu'il peut y avoir des écarts de connaissances assez importantes, Ouais. assez difficiles, et on peut se méfier de l'interlocuteur. Mhm. Toi, tu en penses quoi sur ces Alors, agents? ouais, c'est... Alors, j'en ai pas vu... Enfin, déjà, j'en ai pas vu énormément Ouais. comment tu peux dire ça? En Consumer facing, B2C, ouais. ouais, en B2C direct. Alors, j'ai vu beaucoup de projets sur aider des conseillers, Ok. mâcher du travail, tu Donc vois, plutôt des conseillers en B2B. gestion de patrimoine, ouais. Ouais. J'ai pas mal de projets sur ça. J'ai vu quelques essais en B2C, mais pas hyper concluants. Je pense que c'est compliqué l'investissement. C'est un peu comme c'est très similaire à la nutrition, la santé. Tu peux lire des trucs, tu peux demander à un bot de te faire un plan de nutrition, etc. Mais le suivre et l'appliquer, ça nécessite souvent du suivi et du coup et une sorte de relation de confiance avec ton nutritionniste ou ton coach ou que sais-je, et qui n'est pas évident à recréer avec un agent. Par contre, j'en discutais justement ce matin avec un abonné Snowball qui disait
enfin, ça peut tuer l'industrie, même des newsletters, éducation financière et tout. Et ce que je lui disais, c'est que je trouve que c'est vraiment top ça quand tu es déjà un peu éduqué sur le sujet. Ouais. Parce que bah, en fait, tu sais quoi demander, tu sais quand tu dis qu'il te dit pas de bêtises potentiellement. Et donc je me disais, pour 98% des gens qui ne sont pas éduqués, ce qui est le cas en France, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors peut-être demain, non. Mais en tout cas, ouais. Aujourd'hui, c'est pas évident d'appliquer ce que, même si les conseils sont plutôt bons. Enfin, j'ai déjà testé, franchement. Et en soi, c'est pas compliqué de conseiller quelqu'un, tu sais. 98% des gens, ou 95%, les situations sont assez simples. Il y a peut-être 5% de cas assez complexes avec des holdings, etc. Mais bon, c'est vraiment pas du tout la majorité. Donc en soi, les stratégies d'investissement sont assez réplicables facilement, mais c'est par contre la relation, elle est plus compliquée à créer. Parce que tout le monde n'a pas le même rapport à l'argent, il y a un côté très psychologique, enfin, ça dépend comment tu as été éduqué, est-ce que tu as peur du risque ou est-ce que tu es vraiment pro-risque ou trop pro-risque, enfin bref, tu as plein de sujets à prendre en compte et là où l'agent a peut-être un peu de mal encore aujourd'hui à calculer, enfin à prendre en compte les nuances. Mais par contre, ouais, en B2B, je trouve ça ouf. D'ailleurs, il y a Nicolas Bustamante, que je connais un peu, qui était le fondateur de Doctrine, enfin qui est toujours le cofondateur, mais qui l'a quitté et qui lance un LLM dédié à la finance, du coup pour les entreprises et plus spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis. Et sachant que là-bas, c'est beaucoup plus démocratisé qu'en France, il y en a beaucoup plus des financial advisors qu'en France. Et donc ouais, là, je pense qu'il y a un vrai gros marché parce que passer en revue des documents qui font 300 pages, lire des lois, des projets de loi, etc., c'est hyper chronophage. Ou même analyser des documents, des relevés de compte, des trucs comme ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, ça peut faire gagner un temps ouf, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a encore de la maturité à prendre côté B2C et côté B2B, ça commence déjà bien à aider, quoi. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est intéressant ton point de vue puisque tu partages le fait que c'est vrai, une personne qui n'est pas forcément éduquée, aujourd'hui, si elle se rend sur ChatGPT, le champ des possibles en termes d'investissement, il est tellement large qu'en fait, il faut un peu resserrer et apporter du contexte. Sauf qu'à partir du contexte, il faut savoir quoi lui fournir comme information pour que ChatGPT soit pertinent et propose un plan d'investissement cohérent. Surtout, si on prend en compte le potentiel d'hallucination qu'il peut y avoir. Là, typiquement, juste avant, je faisais un petit test où je lui ai demandé en fait quel était le conseiller en investissement qu'il pouvait me recommander. Et c'est assez marrant parce qu'il a juste fait une recherche sur le web. Il m'a résumé et il m'a suggéré des conseillers en investissement parce qu'il savait que j'étais, grâce à mon SIP, à Paris. Mais en fait, il a juste recraché des informations en me disant « Ah ben celui-là, il est top parce que il est considéré comme un leader. » Parce que sur leur site, il explicite qu'ils sont un des leaders, mais c'est pas forcément des informations qui sont recoupées, donc il faut aussi faire attention et avoir ce recul nécessaire parfois pour cerner le vrai du faux. Et c'est vrai que les professionnels aujourd'hui, ils ont cette capacité à du coup savoir bien utiliser, bien s'adresser à un modèle d'IA parce qu'ils ont l'expertise. En fait, c'est vrai que c'est eux plutôt qui peuvent gagner du temps aujourd'hui dans l'accompagnement des particuliers plutôt que directement les particuliers, donc intéressant de Après, tu pourrais avoir des agents qui sont entraînés pour poser les bonnes questions et pour resserrer justement, et ça, je pense que il commence à y en avoir, j'en ai vu quelques-uns, tu vois, où il te pose vraiment la question, il te fait passer des petits tests. De qualification, comme le fait un conseiller. Comme le fait un CGP, tout simplement. Donc je pense que oui, dans tout le process que fait un CGP classique, il y a plein de choses que tu peux automatiser, récupérer les données, le KYC, tout le côté blanchiment d'argent, etc. Tu peux l'automatiser. Mais quand on dit blanchiment d'argent, c'est vérifier. Vérifier d'où viennent tes fonds, etc. Parce que justement, il faut faire attention à ça et c'est réglementé en France. Donc, non, mais je suis persuadé que dans quelques mois, il va y avoir des projets qui pourraient être assez cool sur cette partie-là, mais qui seront peut-être pas pour tout le monde. C'est un peu comme les fintech, tu sais. Je prends souvent l'exemple. Aujourd'hui, les vrais concurrents des fintech qui te permettent d'investir. De Finari, Revolut, etc. C'est plutôt les banques classiques parce que
pendant longtemps, ils étaient très forts à créer des relations avec, parce que tu allais voir ton conseiller, enfin nos parents, ils connaissaient le conseiller, ils l'appelaient pour Noël, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec les fintechs, c'est beaucoup plus aseptisé la relation, et donc il n'y a plus cette relation de confiance. Et souvent, les gens, ils cherchent ça, alors que les nouvelles générations, peut-être un peu moins. Mais on en revient toujours à ce problème de c'est de l'argent, donc du coup, il faut qu'il y ait beaucoup de confiance. Et comment tu crées de la confiance, souvent, ça passe par de l'humain encore. Pas que, hein, mais soit tu es éduqué sur un sujet, tu comprends comment ça marche. Dans ce cas-là, tu peux utiliser des outils tech un peu froids et qui fonctionnent, quoi. Mais si t'es pas éduqué, t'as besoin de plus d'accompagnement. Et du coup, c'est pas la même chose, ouais. Ouais, mais c'est vrai que faire confiance à la machine, qu'on soit éduqué ou pas éduqué, c'est assez difficile déjà d'accorder sa confiance sur un sujet aussi sensible comme tu l'as dit, hein, l'investissement, les économies d'une vie parfois pour certains. C'est clair, ouais. Et puis je pense qu'on aura toujours, enfin nous les êtres humains, on aura toujours ce problème de, tu sais, c'est un peu comme les pilotes automatiques dans les avions ou les pilotes automatiques des voitures, c'est le fait qu'il n'y ait pas un humain qui soit au volant. Ça nous stresse, alors que le robot il est plus efficace en soi que l'humain. Alors là, l'avion, c'est cool qu'on soit pas dans le cockpit et qu'on voit que personne tient le manche, parce que je pense que ça pourrait stresser les gens, ça, même s'ils le savent. Mais je pense qu'il y a toujours ce côté, on a du mal à faire confiance à tout ce qui est robot, quoi. Ouais, la machine, on accepte moins aussi l'erreur. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ouais. Alors que pour les humains, oui, ok, il a eu un accident. Enfin, on parle souvent, oui, une Tesla s'est crashée avec un pilote automatique, mais derrière, il y a eu combien d'accidents à cause d'un être humain, quoi. On met rarement les deux côte à côte. Donc ouais. Mais ce qui est intéressant aussi sur j'ai vu que Alan avait sorti un truc qui était pas mal. C'est qu'en gros, ils vont lancer un projet qui te permet de poser une question liée à la santé. Donc Alan, la mutuelle santé, la startup, tu poses une question, donc je sais pas, j'ai une plaque rouge sur le bras, qu'est-ce que ça peut être? Tu prends une photo et là t'as du coup une IA qui sort une réponse, mais qui est validée par un médecin en amont, parce que justement pour éviter les hallucinations et pour s'assurer que c'est une réponse correcte. Donc ça fait gagner du temps au médecin, évidemment. Il n'a pas besoin de taper, il valide juste. Et je trouve ce truc assez intéressant et qui peut s'appliquer du coup à la finance aussi. Tu vois, tu pourrais bien avoir un CGP qui passe par-dessus, qui dit ok, ouais, ça me semble correct ce qu'il dit là, ok, je valide et paf. Je pense que ça, c'est un peu l'étape entre les deux que je trouve assez intéressante. Ouais, intéressant cette collaboration IA-humain, hybridation avant d'aller vers une autonomie potentielle. Exactement. À un moment donné. Pour basculer un peu sur le sujet de la création de contenu, vous, j'imagine que vous utilisez l'IA chez Snowball. Pour rappel, du coup, vous faites principalement création de contenu en newsletter, format newsletter. Vous avez plusieurs formats newsletter différents sur des typologies d'investissement différents. Comment aujourd'hui vous utilisez l'IA? Il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu. J'imagine que et aussi sur votre sujet d'investissement, d'éducation financière. Ouais. Comment vous exploitez l'IA aujourd'hui pour décupler potentiellement votre productivité, surtout par rapport à votre équipe qui est assez restreinte pour l'instant? Alors déjà, Alors moi je crée du contenu déjà en tant que créateur et boss de la boîte, quoi. Et après on a une dizaine de créatrices et créateurs de contenu et c'est pas centralisé la production. En gros ils font un peu comme ils veulent. Donc certains utilisent l'IA, d'autres pas du tout. Donc c'est assez variable. Donc je vais plutôt me baser sur mon cas à moi. Ce sera plus intéressant, je pense. Alors moi j'utilise assez peu. En gros, il y a une newsletter gratuite toutes les semaines qui est assez longue et très pédagogique. J'utilise très peu l'IA sur ça pour la simple et bonne raison que je trouve que je vais presque plus vite, moi, plutôt que d'aller demander, retravailler le texte, etc. Donc souvent, c'est moi qui écris tout. Là où je vais souvent demander, par contre, c'est sur vraiment des petits passages. Je sais pas, genre j'ai envie d'expliquer un concept que je connais très bien, simplement, et je sais pas, je galère à trouver une image ou un truc pour que ça passe avec un débutant. Et donc là, je vais demander, ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un petit paragraphe sur tel sujet, les intérêts composés, que tu expliquerais à un débutant. Et donc ça, je l'utilise pas mal. J'utilise beaucoup Perplexity pour
faire tu vois, si je dois rechercher un sujet, je vais utiliser Perplexity pour me faire un premier un peu un mémo que te donnerait un assistant de recherche, quoi, tu vois, Ouais. il te file ça, et du coup, c'est un peu ma base, je vais partir de là. Après, moi, je vais faire mes propres recherches, mais ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Donc, Perplexity, j'utilise pas mal. Après, j'utilise beaucoup sur la newsletter du dimanche, par exemple. J'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Spiral, je sais pas si tu connais. Ouais, il y a tellement d'outils, de toute façon. Alors, c'est marrant parce que c'est fait par un collectif de newsletters qui s'appelle every.to. C'est très business. Enfin, ils ont commencé par être business, là, c'est plus IA. Ils ont un peu switché sur l'IA. Et ils sortent des produits de temps en temps. Et donc là, ils ont fait un produit où, en gros, c'est une sorte de... C'est un peu l'équivalent de créer des filtres Instagram, mais pour du contenu. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas... imaginons... ouais, vas-y. Non, j'allais... Enfin, peut-être que j'avais des images qui me venaient en tête. Je sais que vous avez une certaine charte graphique que vous respectez sur du contenu au sein de la newsletter. Alors, c'est peut-être autre chose, ouais. Mais c'est ça qui me... Ça pouvait me venir en tête, le fait d'avoir des illustrations. Ouais, ça, je reviendrai sur ça. On l'a utilisé pas mal et on continue un peu. Mais non, mais là, sur la partie contenu, en gros, ce qui se passe, c'est que tu lui donnes un input. Donc, par exemple, une newsletter complète, Snowball. Et en output, tu lui donnes un exemple de ce que moi, je faisais avant. Et souvent, en tête de newsletter, j'écris le résumé, ce que vous allez apprendre dans cette newsletter. Tu vois, un peu le résumé qui t'aide à savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est toujours un peu chiant tu vois, résumer un truc, c'est toujours un peu long. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je sais pas, une dizaine de mes newsletters que j'avais fait avant, que moi j'avais fait, donc je les nourris avec ça. Et derrière, il te crée une sorte de mini GPT dédié à ça. Okay. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai une text box et je balance dedans ma newsletter et lui, il me sort ça. Okay, et donc ça, j'en ai plusieurs. J'ai fait ça pour justement le résumé des newsletters. J'en ai fait un pour le daily. C'est tous les matins, j'écris un daily qui est donc une dizaine d'actualités de la journée, business, tech, éco, etc. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais ma veille, je récupère plein de liens, de paragraphes à droite, à gauche, et du coup, je lui balance ça, et lui, il me sort un premier draft que moi, je retravaille. Avant, ça me prenait bien 1 heure, je pense, 1h15 à l'écrire moi-même, et là, ça doit me prendre une demi-heure à retravailler, peut-être. Okay. 15, tu vois, ça m'a fait gagner 45 minutes environ. Et ça, ensuite, je le transforme en podcast, là, depuis peu. Et donc... Là-dessus, tu transformes en podcast avec un outil toujours le même, avec Spiral, là. Donc, je me suis créé une spirale où, du coup, je lui balance le daily, du coup, que moi, j'ai retravaillé. Et lui, il me sort un script que ensuite je retravaille, du coup. Ça me prend à peu près une demi-heure. Plutôt que, tu vois, je pense que ça me prendrait bien une bonne heure et demie à l'écrire. Et voilà, donc j'ai plusieurs petites spirales dédiées à des trucs vraiment très très spécifiques. Et donc ouais, très cool cet outil, je l'utilise beaucoup. Et la génération de l'audio, c'est toi qui enregistres? J'avais testé Eleven Labs. Pour du clonage de voix un petit peu. Mais c'était pas dingue. Il faudrait que je réessaye parce qu'ils ont une option où tu peux lui balancer beaucoup plus de contenu audio. Du coup là j'en ai enregistré une dizaine ou une vingtaine. Je pourrais lui balancer tous mes audios et pour qu'il retravaille mieux. Donc ouais, à tester, voir si ça fonctionne bien. Mais du coup, oui, je pourrais potentiellement automatiser la génération du podcast, tu vois. Une fois que j'ai envoyé mon daily, je le récupère, je l'envoie dans je sais pas, quel API, mais c'est ce truc de Spiral, etc. Et derrière, sur Eleven Labs est publié automatiquement. Donc ouais, là, c'est des trucs un peu que j'explore. Parce que là t'as... Du coup, sur le daily, tu as fait à peu près 20-30 épisodes, enfin une vingtaine d'épisodes. Donc, ça fait 20 jours à peu près que tu crées du contenu audio, que tu enregistres, que tu partages, du coup, j'imagine, sur les plateformes audio. L'idée, c'est d'avoir un format supplémentaire, j'imagine, à l'écrit. C'est ça. Intéressant là-dessus, côté distribution du contenu. Est-ce que comment tu vois la chose? Est-ce que tu es satisfait de... C'est quoi ta vision d'ouvrir un nouveau format sur un contenu existant, du coup augmenter la distribution possible? C'est quoi un petit peu l'état d'esprit et les chiffres un petit peu, c'est ce que tu peux nous partager? Là c'est tout petit encore, hein. Tu vois, je distribue que sur Spotify et Apple Podcast. Et donc là je sais pas, ça doit faire 2 semaines et je pense qu'il doit y avoir peut-être 1000 abonnés sur les deux, un truc comme ça. Donc non, mais c'est cool, ça commence bien. Et ouais, l'idée c'est de toucher à la fois
un nouveau public potentiellement, tu vois, qui est pas très écrit mais qui est plus audio. Potentiellement, peut-être les ramener aussi sur la newsletter. Des gens qui ont découvert le podcast et qui pourraient aller s'abonner à la newsletter gratuite ou payante. Et c'est un complément pour ceux qui sont déjà abonnés et qui parfois n'ont pas le temps et qui veulent juste écouter de l'audio. Et en plus, j'aime pas trop, tu vois, copier-coller les formats. C'est un format qui est similaire, c'est un daily, sauf que dans le daily audio, il y a plus d'infos, tu vois. Je vais creuser un peu plus loin certains sujets, donner un avis ou autre, ce que je ne fais pas dans le daily par écrit, parce que c'est vraiment une liste de bullet points très rapide, tu le lis en 2 minutes, quoi. Même pas. Donc ouais, c'est complémentaire, on va dire, presque. Mais c'est presque un nouveau contenu, quoi. Et donc là, la vision, c'est de se dire, ouais, est-ce qu'on peut le faire grandir et voir, et peut-être que demain, on pourra même le sponsoriser, why not, je sais pas, on verra. Ouais. Donc, Et là-dessus, d'ailleurs, petit aparté sur ça, c'est intéressant d'avoir ta vision en tant que créateur de contenu. Là, du coup, pour un peu revenir juste sur ton utilisation de l'IA avant de basculer sur ce sujet, en fait, ce que tu as réalisé, c'est un peu découper les différentes tâches que tu pouvais réaliser pour faire en sorte que la qualité du résultat de sortie sur le résumé de la newsletter, sur une partie d'introduction ou ce genre de choses, soit suffisamment au niveau pour que en fait, les changements soient mineurs et que ça fasse gagner du temps. Et hyper intéressant puisque ça, c'est que le temps gagné sur beaucoup de tâches, il est assez impressionnant quand même quand on se dit sur un outil. Alors, j'imagine que c'est pas gratuit, mais en tout cas, le coût peut-être mensuel ou à l'usage reste assez mineur par rapport au temps gagné. Ouais, c'est clair. Et du coup, en tant que créateur de contenu, là, l'idée, c'est pour l'instant de multiplier les formats, mais tu as quand même ce réflexe d'adopter le contenu par rapport au format. Tu aurais pu faire en fait tout simplement un résumé, un script un petit peu, et puis le balancer directement aux plateformes audio. Mais l'idée là, c'est de se forcer à respecter un format qui est attendu de la part des personnes qui sont sur les plateformes. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et ce qui est pas évident, parce que du coup, chaque plateforme est un peu différente. Et tu vois, c'est pareil, en gros, tout le contenu qu'on fait, les newsletters peuvent être déclinés sur toutes les plateformes. Tu vois, ça peut être un post LinkedIn, un tweet, je ne sais quoi, mais à chaque fois, il faut bien l'adapter. Et donc, ce qui est intéressant avec Spiral, ou même tu peux créer des GPT dédiés, tout simplement, mais c'est que tu peux en faire un pour adapter à chaque fois à chaque plateforme. Mais ça demande toujours de l'adaptation, tout simplement pour que ton ton il soit toujours présent, parce que même si tu lui donnes des exemples qui sont basés sur toi, c'est encore quand même loin d'être parfait, je trouve. Alors des fois, je suis assez bluffé, je me dis, ah ouais, waouh, il a récupéré ça de mon truc, j'ai même pas pensé. Mais ça demande toujours beaucoup de boulot. Enfin beaucoup, mais beaucoup moins. Ça fait gagner du temps d'un côté et tu t'en perds de l'autre parce que tu retravailles, mais ouais, donc et en plus là, je pense que sur la partie contenu, tu vois, là on est en train de développer notre propre plateforme, ce qu'on disait en off tout à l'heure, et on pourrait intégrer plein d'outils directement sur la plateforme, tu vois, plutôt que d'utiliser des outils à gauche à droite. On pourrait tout simplement se dire, ok, t'as un éditeur de newsletter, t'écris ta newsletter, t'appuies sur générer le résumé et paf, automatiquement ça te met le résumé en haut, t'as pas à aller copier-coller dans un truc. Ça peut te générer une image basée sur le thème de ta newsletter. On parlait des images là. Du coup oui, l'outil auquel tu pensais, on avait utilisé Lasco, c'est une start-up française, ils sont à Station F je crois, je les avais rencontrés là-bas, et en gros eux ce qu'ils font c'est qu'ils t'aident à décliner ta mascotte, enfin peu importe ton branding. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est ils avaient entraîné une IA basée sur notre charte graphique, essentiellement sur notre mascotte, là, le petit Snowy, la petite boule de neige. Et du coup, on pouvait écrire un prompt, Snowy en haut d'un building Wall Street, et du coup, ça te génère une image de Snowy. Ouais, donc ça faisait gagner pas mal de temps, assez efficace, et c'est vrai que toute la partie graphique en général, c'est ce que tu mets un peu de côté, surtout quand t'es solo ou t'as une petite équipe, parce que ça coûte cher et ça prend du temps. Et donc, très cool cet outil. Sur cet aspect de création de contenu, plus en plus de personnes qui se lancent soit à leur compte sur la création de contenu, peu importe le format, YouTube, podcast, newsletter. Toi, c'est quoi ta vision de la création de contenu avec l'IA en tant que créateur existant avec une communauté plus de 80 000 personnes, est-ce que tu le vois comme une menace, parce qu'il y a plein d'acteurs qui vont potentiellement maintenant
créer du contenu sur le même sujet. Une opportunité, parce que ça fait gagner un temps de dingue. Et là, comme tu le disais aussi, vous êtes en train de développer votre propre plateforme en interne de création de newsletter et donc de découper et recycler votre contenu existant où vous allez en profondeur sur certains sujets de newsletter dans d'autres formats facilement. C'est quoi comment toi tu le vois au fond de toi, un peu en menace opportunisée? Je le vois un peu comme les deux, j'alterne selon les jours. Non, parfois ça me fait... c'est vrai, c'est marrant, je crois que c'est la première fois de ma vie. Je suis toujours hyper optimiste avec les nouvelles techno et je pense que c'est parce que aussi je suis dans dans l'écosystème. Dans l'écosystème de la création de contenu. Donc, d'un côté, ça me fait un peu peur où je me dis, maintenant, c'est tellement facile de lancer une newsletter ou d'écrire sur le sujet. Et puis d'un côté, je me dis, mais en fait, c'est une opportunité. Je compare souvent ça tu sais, au Airbnb qui se ressemblent tous parce qu'ils ont tous des meubles Ikea et les décos, c'est toutes les mêmes. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte d'Ikeaisation du contenu parce que tout est basé sur les mêmes LLM, etc. Et donc, c'est très plat. Donc, ça demande beaucoup de... Même si c'est facile de créer du contenu, c'est compliqué de le retravailler pour qu'il soit agréable, je pense. Ouais. Sauf... Évidemment, si tu es sur du B2B très technique, ça va quoi. Donc je pense qu'il y a une opportunité de se démarquer justement par rapport à tout ce contenu. Et c'est un peu pour ça aussi que nous, on a décidé, tu vois, d'avoir des créateurs de contenu, d'incarner les newsletters. C'est qu'on voulait pas que ce soit la newsletter 20, on veut que ce soit JC qui incarne cette newsletter, quoi, tu vois. Alors que tu vois, quand les médias traditionnels, les échos, t'as le morning des échos, et voilà, quoi, t'as pas une personne derrière. Donc je pense que ce côté humain, tu peux pas forcément l'automatiser facilement. Tu vois, j'écrivais une newsletter là mardi et j'ai mis une anecdote d'un achat immobilier avec des potes. Elle aurait pas pu le faire, l'IA. J'aurais pu dire à l'IA, vas-y, fais ça. Donc... Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, une personne qui connaît bien les codes de la newsletter, il pourrait pas aussi créer un peu des avatars qui correspondraient à des personnalités sur des typologies d'investissement, donc là par exemple l'immobilier, et en fait qui nourrit cet avatar d'anecdotes personnelles d'une personne qui peut vivre des déboires en investissement immobilier, qui peut basculer sur différents supports immobiliers pour les partager et rendre plus authentique ce contenu. Est-ce que toi, tu t'imagines Ouais, après, la personne qui fait ça, c'est un concurrent honnête, je dirais, parce que ça demandera beaucoup de boulot. Tu vois. Là, je compare plus à essayer de lancer vite fait une newsletter et d'essayer de faire quelque chose de propre et d'attractif. Donc, je pense que évidemment, ça rend les choses plus simples, mais est-ce que ça veut dire que ça va killer le game des créateurs de contenu? Je pense pas, tu vois. Prenons l'exemple des podcasts, tu vois. Il y a 20 ans, est-ce que ça existait il y a 20 ans? Ils l'ont lancé quand Apple, les podcasts. C'était les premiers iPods. Je sais pas, mais oui, je pense que... 2005, 6, 7. Il y a 20 ans, je sais pas. Je pense peut-être pas. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Il y a 10 ans, en tout cas. Ouais, en tout cas, oui. C'était beaucoup plus compliqué de lancer un podcast. Aujourd'hui, c'est très simple. Tu peux le faire chez toi avec un micro. Ça veut pas dire que, pour moi, le niveau n'a pas baissé. Au contraire, il a potentiellement augmenté. Et... il y a plus de contenu, c'est plus difficile à choisir, on va dire, mais en tout cas, ça n'a pas tué l'écosystème des podcasteurs. Donc non, je suis assez confiant en soi. Ça peut me faire un peur parfois, mais si je prends l'ensemble, je pense que ça peut apporter plus de positif que de négatif. Je suis très curieux d'avoir ton avis. Il y a des personnes qui se lancent sur la création, on parle de leur taf, sur des posts LinkedIn, après ils vont créer une newsletter sur Substack facilement. C'est vrai que les barrières à l'entrée, tu l'as partagé, baissent pour créer du contenu. Mais en même temps, comme les barrières à l'entrée, il faut réussir à se distinguer, cette différenciation. Toi, ça me fait penser qu'en 2020, quand tu avais lancé ta newsletter, tu l'as partagé, le fait que cette différenciation, tu as essayé de la chercher aussi dans un modèle économique qui était un peu aussi particulier.
Ouais. avec un paiement mensuel de la newsletter. Ça se faisait assez peu aujourd'hui. Il y a de plus en plus de newsletters qui sont aussi payantes. Toi, les conseils un petit peu que tu pourrais partager sur cette recherche de la différenciation. C'est pas évident. Bah, je pense que déjà, tu peux te différencier de plein de façons différentes. Tu as le ton, tu as l'univers de ta newsletter. Quand je dis univers, c'est pas, ça englobe le ton, comment tu parles, l'univers graphique. Tu vois, moi, dès le début, j'ai fait mes petits dessins. Là, c'était une façon aussi de se différencier. Le fait de choisir le rose comme couleur principale, alors que dans la finance, on est plutôt sur du bleu, vert, violet. En général, les fintechs sont comme ça, ou du noir et doré. Donc, c'est marrant. t'as plein de façons, et t'as aussi la manière dont tu as... En vrai, le contenu, c'est une commodité. Je pense que 98% des choses qui sont partagées aujourd'hui, c'est des choses qui sont recyclées. Le contenu vraiment original, il est... Alors, t'as des gens qui écrivent, enfin, tu vois, qui sortent leurs pensées, qui combinent plusieurs pensées les unes avec les autres. Mais bon, tout ça pour dire que oui, le contenu, c'est une commodité. Donc moi, quand j'ai lancé Snowball, les sujets que j'évoquais, ils avaient déjà été évoqués des dizaines, des milliers de fois par d'autres personnes avant, même peut-être des décennies avant. Donc c'est aussi la façon dont tu apportes le sujet. Et là, tu peux être, tu vois, beaucoup plus... Moi, mon but, c'était plus d'être en mode sérieux, mais un peu fun parfois, un peu comme ton pote qui te parlait, quoi, tout simplement. Donc ça, tu peux te différencier sur ça. Et en effet, tu peux te différencier sur le modèle économique. Tu vois, quand j'avais lancé Snowball, on l'a mis de côté là pour l'instant, mais on s'était dit, j'étais tout seul, donc, mais plusieurs personnalités dans ma tête, on s'était dit que ce serait cool d'avoir un modèle de sorte de dividende. Donc en gros, tu t'abonnais à Snowball, tu recevais ce que j'avais appelé des snowflakes, qui étaient des équivalents d'actions, et je repartageais une partie des profits de Snowball. Et ça, tu vois, c'était une façon de se différencier par rapport à des revenus, des modèles économiques classiques. Bon, on l'a mis en pause parce que c'était un peu galère à maintenir, mais on va sûrement le relancer. Ouais, parce que la petite parenthèse pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi toute l'histoire de Snowball, c'est que tu as aussi fait une levée de fonds communautaire. Oui, ça c'était après, Ça c'était après, mais c'est des éléments, ce cumul d'éléments qui fait que tu as réussi quand même à rassembler beaucoup de personnes qui étaient engagées dans le développement de la newsletter et qui ont participé financièrement à une levée de fonds pour permettre de continuer de développer l'activité. Et c'est en France, je ne sais pas s'il y a eu une autre levée de fonds de ce type sur de la création de contenu newsletter comme ça. Sur newsletter, je pense pas. Même c'est extrêmement rare. Sur un newsletter, je pense pas. Même à l'étranger, j'en ai pas vu vraiment. Non. Donc on est peut-être les seuls, je sais pas. Mais donc oui, ce côté aussi, dès le début, la transparence, tu vois, ça aussi, c'est un moyen de se différencier, d'expliquer comment, de partager tes chiffres, d'expliquer comment tu construis la boîte, etc. Du public. Après, c'est vrai que ça se démocratise tellement que ça devient, c'est clair. Ça devient presque pas une commodité, mais en fait, aussi, c'est de base, on va plutôt sanctionner les personnes qui sont pas transparentes, sans forcément que ça crée un élément de différenciation, mais. Mais donc oui, tu as plein de leviers pour te différencier. Donc, même s'il y a plus de contenu, il y a plein de façons de se démarquer des autres, quoi. Pour basculer sur le sujet un petit peu des modèles économiques, des opportunités business qui sont permises maintenant avec l'IA. Donc, comme je le disais un peu en intro, vous avez une section qui s'appelle Makers. Vous partagez des idées pour avoir un complément de revenus, que ça soit en tant que salarié ou solopreneur, entrepreneur, et même lancer un side project comme toi, tu as pu le faire avec Snowball. Est-ce qu'il y a des idées comme ça qui te viennent, que tu as envie de partager aussi à ceux qui nous écoutent, sur ces side projects, c'est cette opportunité maintenant permise avec l'IA, ou toi, par exemple, si tu t'adressais au toi de 2020, qu'est-ce que, à la fois, c'est quoi les idées, et puis après les conseils un peu que tu pourrais donner bonne question. C'est marrant, ce matin, je lisais un nouveau type de side business qui vient des États-Unis, enfin comme souvent. En gros, il y a pas mal de livres qui tombent dans le domaine public, comme Winnie l'ourson il y a pas longtemps. Bref, t'en as plein. Il y en a des milliers, je pense.
Et du coup, tu as pas mal d'entrepreneurs aux États-Unis. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un livre qui est tombé dans le domaine public, ils remixent ça avec de l'IA. Donc, je sais pas, ils peuvent dire, prendre, je sais pas, un grand classique et je sais pas, dire que ça se passe dans l'espace, tu vois. C'est plus au XVIIIe siècle, mais c'est en 2400. Et du coup, ils retravaillent ça et ils vendent ça après sur Amazon en Kindle, quoi. Et il y en a qui se font entre 2000 et 9000 dollars par mois. Alors, à prendre avec des pincettes, souvent les infopreneurs, ils vendent un peu du rêve comme ça, mais derrière, tu sais pas trop ce qui se passe vraiment. Donc ouais, ça, c'était un truc marrant que, après, ouais, il y a des questions d'éthique et tout ça. Bon, ça, je vais pas rentrer là-dedans. Moi, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement, ce type de business, mais en tout cas, je trouvais ça assez marrant. Et ensuite, bah ouais, t'as tous les... je pense qu'en B2B, mais j'ai oublié le nom, mais c'est un truc énorme. Ils ont des dizaines de newsletters, je crois, qui sont toutes automatisées avec de l'IA. Ok. Et donc, ils ont des millions d'abonnés. Ok. Et c'est Surprenant. vraiment... ouais, c'est un truc de... C'est américain, encore. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire une veille continue sur plein de verticales ultra précises. Donc, je sais pas... Ok. le- les matières premières, je sais pas, ou l'aluminium, enfin je dis n'importe quoi, mais je sais pas exactement. Et du coup, ils vont aller choper toutes les infos sur ce secteur-là, générer une newsletter et l'envoyer le matin, mais vraiment un truc ultra brut. Il n'y a pas de. Ok. Là, en mode, c'est vraiment comme si tu avais encore une fois, ton assistant qui arrive le matin avec la revue de presse et Ouais, il ouais. te la file et toi, tu choisis un peu les trucs que tu veux. Et donc, ouais, là, ça marche super bien leur truc. Donc ça, je pense que c'est une opportunité d'être sur des secteurs très B2B Mm. et de balancer. Je pense que même sur des trucs où le réglementaire est important, tu vois, de faire de la veille régulière et d'automatiser un peu les nouvelles lois qui sortent ou les amendements ou les trucs Ah comme ouais, des ça. trucs qui sont un peu barbants pour beaucoup de Ouais, personnes. c'est ça. Et... Tu automatises la recherche, l'envoi, tu peux l'automatiser et paf, tu as une newsletter de veille Ouais, ouais. qui fonctionne super bien. Puis tu peux en faire un podcast. On parlait de Eleven Labs. Donc ouais, je pense que sur tout ce truc très veille, où il n'y a pas d'effort particulier de retravailler le contenu, qu'il soit hyper léché, etc. Ça peut être des trucs cool. Et après, bah, franchement, c'est infini. Je regardais avec, tu vois, tu peux même développer des projets, tu vois, en interne, on a deux devs, Emeline et Clément. Ils utilisent Cursor, qui est Un outil d'aide à la programmation. ouais, c'est un IDE, mais bon, on va pas. Ouais. En gros, voilà, ça aide à Bien. programmer, à développer, et c'est boosté à l'IA. Donc, il connaît Ouais. tout ton code, il t'aide voilà, à coder beaucoup plus rapidement, si on doit simplifier. Et donc ça, même si t'es pas dev, tu peux potentiellement l'utiliser et sortir une app. Enfin voilà, je pense que si tu connais rien de rien, tu te fais des tutos YouTube, en une semaine, tu peux sortir un truc. Et donc, si tu as une idée, bah, tu peux sortir un truc aussi beaucoup plus rapidement. Alors, tu vois, il y avait déjà les outils no-code qui permettaient de sortir des projets très vite. Ouais. Donc là, si tu rajoutes le côté les outils no-code, ce qui était un peu embêtant, c'est que ça manque un peu de flexibilité. Tu es toujours dans un cadre Ah ouais. et tu dois rester dans ce cadre, même s'il y en a qui sont plus ou moins flexibles. Bon, bref. Mais là, si tu peux développer des trucs et que tu peux faire un peu ce que tu veux, c'est ultra flexible, bah en fait, le nombre de side business que tu peux lancer, bah, il va exploser, quoi, tout simplement. Ah ouais. T'as plus besoin d'être dev pour sortir une app je sais pas, de rencontre, je ne sais quoi, hyper ciblée, je sais pas, une app de rencontre sur les fans d'Apple, j'en sais Ah rien, ouais. tu vois, tu peux faire des Hyper trucs. niché. Ouais, donc je pense que oui, je pense que dans tous les secteurs de niche, t'as plein de petits trucs à faire, et qui peuvent être hyper intéressants, tu vois. J'ai un pote, Jérémy Goyot, bon, c'est une vraie boîte, hein, c'est pas du tout un side business, mais ils ont lancé un produit comment dire, D'application mobile. une application mobile, ouais, qui est sur tu peux recevoir un appel, tu vois, si t'es un plombier, Ouais, agent vocal. un agent vocal, et ils ont lancé ça, tu vois, il y a des outils qui existent, ils ont lancé ça hyper rapidement. Et donc, tu peux développer plein de trucs comme ça, quoi. L'autre jour, je me disais, aujourd'hui, tu sais, t'as des agents qui peuvent passer des coups de fil, du coup, Ouais. et parler à quelqu'un, tout simplement. Et je me disais, bah, potentiellement, tu vois, tu peux, je sais pas, je cherchais une idée de la collecte. Tu sais, t'as des collectes de données qui sont compliquées.
parce qu'elles sont pas en ligne, etc. Et il faut souvent appeler les gens pour avoir l'info, tu vois. Ah ouais. Alors je sais pas, je cherche un exemple là, je réfléchis à vote, mais le prix des bières à Paris, tu vois. Enfin, Ah ouais. c'est un truc que t'as pas forcément en ligne. Et imaginons tu veux lancer une app où t'as le prix des bières, des pintes à Paris. Bah, tu pourrais avoir un agent qui passe des coups de fil à tous les bars, tu vois, qui pose la question, et du coup tu récupères ça et Ah ouais. tu Est-ce te que vous fais... souhaitez être référencé sur notre site Ouais, voilà, et tu sors une petite app avec le prix des bières à Paris, Ouais. géolocalisé, et tu peux faire un truc. Alors qu'à l'époque, c'était un peu compliqué à faire ça. Ou les terrasses, enfin, que dans les terrasses, j'imagine qu'il y a des, il doit y avoir des données publiques sur ça. Mais bon, bref, je pense que oui. Ça... Mais oui, après sur les terrasses, peut-être un peu plus compliqué, mais tu pourrais faire des analyses sur Google Maps par screenshot et en fait Ouais, identifier si dans le bar il y a une terrasse ou il n'y a pas de terrasse, carrément, ouais. si tu peux t'asseoir et estimer une capacité par l'IA du taux d'occupation. Ouais. Bon, c'est un exemple, mais c'est un marrant du coup ton approche qui est en fait de se concentrer sur une niche, verticaliser son approche en utilisant des outils qui sont assez généralistes. Ouais. Donc des outils où tu peux créer un agent vocal, des outils de programmation avec l'IA pour s'approprier quelque chose à soi, comme tu l'as fait en fait avec la création en interne d'un produit de newsletter et sortir de Substack et se spécialiser sur une verticale hyper intéressant. Il y a de plus en plus d'agents, tu vois, qui vont aller scraper des données sur Internet. Ouais. C'était vraiment galère à l'époque. Enfin, il fallait s'y connaître un peu pour aller scraper des sites Internet. Donc ouais, je pense que tout ce qui est récolte de données, il faut être un peu créatif de savoir qu'est-ce que tu en fais. Mais tu peux faire vraiment des trucs à la fois fun et potentiellement utiles. Et si tu es sur une niche très B2B où il n'y a pas grand monde dessus, potentiellement c'est des trucs que tu peux vendre très cher. Tu vois, on parlait de newsletter, mais si tu fais une newsletter destinée aux dentistes qui les aident et donc que tu arrives à automatiser ça, potentiellement tu peux vendre beaucoup plus cher qu'en B2C cette newsletter. Et là-dessus justement, pour des personnes qui souhaitent se lancer, toi tu es passé de side project à solopreneur. Aujourd'hui vous êtes une équipe. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne qui, là tu viens de lui partager des idées, elle se dit ok, j'ai ces idées-là en tête, maintenant comment passer à l'action et surtout tenir et après aller loin. Ça fait 4 ans que tu es sur Snowball. C'est un peu à la fois les conseils et aussi les erreurs à éviter pour se concentrer sur l'essentiel. Alors les conseils, je pense que mais après on est tous un peu différents, mais je pense qu'il faut être assez passionné par le sujet. Après il y a des gens, ils sont juste passionnés par construire un truc, peu importe ce que c'est. Ils pourraient lancer un truc sur un sujet qui les passionne pas du tout et ça passerait, mais moi c'est pas mon cas. Et je pense que quand même la grande majorité des personnes, c'est pas le cas. Il faut avoir une vraie appétence pour le sujet. Tu vois, là je parlais des dentistes, je pourrais pas lancer un truc pour les dentistes par exemple. J'ai rien contre les dentistes, mais c'est pas ma passion. Donc je pense ça c'est un premier truc, ça t'aide à tenir dans le temps. Tu vois, moi ça fait 4 ans que j'écris. Je sais pas combien de newsletters, mais j'écris tous les jours. J'écris tous les jours le daily, et des newsletters plus longues, j'en ai 2 par semaine. T'es à 52 semaines, j'en ai sûrement écrit autour de 200, tu vois, je pense. 200 à 2000, enfin même plus que 2000 mots. Non, mais plus que 200, je suis bête, ça fait 4 ans, il y a 52 semaines dans une année. Je pense que oui, j'ai dû écrire l'équivalent de... Chaque année, je fais le calcul, mais j'ai dû faire 4 fois tous les tomes d'Harry Potter, quoi. Si on prend pour montrer un ordre de grandeur. Bref. Donc ouais, ça c'est hyper important. Et ensuite, je pense qu'il faut... non, mais je sais pas, il faut pas se prendre la tête, tester des trucs. Enfin, moi, mon premier filtre à chaque fois, c'est... et souvent les gens, tu vois, ils se projettent... souvent le réflexe qu'on a, c'est qu'est-ce que la personne va penser de ça. Ouais. Et souvent, moi, mon premier filtre, c'est est-ce que je trouve ça cool, tout simplement, tu vois, le truc des snowflakes, là, je me suis dit, c'est fun comme truc, moi, ça me ferait, en tant qu'utilisateur, ça me ferait kiffer. Donc voilà, et je fais pareil, tu vois, pour les sujets de newsletter, je suis en flux tendu, j'ai jamais le sujet de la prochaine, j'ai pas de calendrier,
je fais un peu, ok, quel sujet m'intéresse aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est vraiment le meilleur des filtres. S'il y a un truc qui t'intéresse ou qui te plaît, une fonctionnalité, un produit ou autre, tu vois, je parlais des trucs des bières, Ouais. bah, je pense qu'il y en a, moi, ça me ferait kiffer d'avoir un truc comme ça et je pense qu'il y en a des milliers. Donc ça, c'est vraiment le truc qui fonctionne vraiment ultra bien. Et c'est pareil pour le contenu, tu vois, quand tu écris un contenu LinkedIn, on voit souvent des trucs un peu pompeux, tu vois, les gens qui essayent de prendre presque un... Ils mettent Ah ouais. un masque LinkedIn, et en fait, ça sert à rien. Est-ce que toi, ça te ferait plaisir de lire le truc que tu es en train d'écrire avec très mielleux, etc. Ouais. Non. Donc, en fait, je pense que ouais, c'est vraiment le filtre. Est-ce que ça me plairait? Ça marche trop bien. C'est juste qu'il n'est pas évident à appliquer. Et je pense que c'est. Enfin, tu vois, si demain je lance un podcast avec des invités, bah, c'est juste t'invites des gens avec qui tu kifferais parler, quoi, tout simplement. Et c'est pareil pour les fonctionnalités d'un produit. Souvent, bon, évidemment, il faut écouter les utilisateurs, c'est hyper important. Mais souvent, l'intuition que tu as, elle est souvent très bonne au début. Ouais. Donc, ouais. Je pense que ouais, c'est un peu mes deux conseils principaux. Après, tu en as des milliers, mais bon. Et côté un peu erreur à éviter, toi, les erreurs que tu as pu faire a posteriori, là, tu te dis, si on m'avait partagé ces petits conseils pour éviter de perdre du temps, de l'argent. Ouais, bonne question. Bah, franchement, j'en vois pas. J'ai pas d'erreur. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs particulières. Enfin, si non, mais ça, c'est même pas vraiment une erreur, tu vois. C'est ce que on disait en off. Potentiellement, on a vu trop gros quand on a voulu sortir un nouveau produit et ça, c'est une erreur classique, tu vois. Plutôt que plutôt que de dire je vais sortir un petit produit et je vais construire par-dessus ça, on a tendance à vouloir faire un gros truc bien parfait, etc. Donc ça, c'est un peu l'erreur classique, mais je pense qu'il faut y passer pour que ça rentre, parce que ça rentre pas sinon. Donc c'est pas vraiment une erreur, c'est juste un apprentissage. Mais ouais, c'est à peu près tout, je pense. Ok. Après, quand je relis mes premières newsletters, je dis oh, waouh, tu vois, c'est nul. Mais c'est pas une erreur en soi, parce que il faut bien commencer quelque part. Tu vois, là, j'ai lancé les podcasts. Franchement, je pense que dans 2 ans, si je continue, je vais écouter les premiers, je vais faire voilà, la honte, quoi. Alors que... Et après, ce qui est bien, c'est ce que tu disais, c'est que tu t'y vas à l'instinct, tu te poses pas forcément beaucoup de questions. Ouais. Après, il faut prendre la bonne décision ensuite, en continuant ou pas, et en améliorant, en itérant. C'est ça. Enfin, forcément, la version qu'on lit de Snowball qui est sortie aujourd'hui ou cette semaine, elle est incomparable avec ce que tu as pu faire Au tout début, ouais. au tout début. Ouais, non, c'est sûr. Étant donné que tu as maintenant cette expertise sur la création de newsletters, les newsletters 100% IA, où est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce qu'un jour, tu te dis que chez Snowball, il pourrait y avoir des newsletters 100% IA et pourquoi toi aussi, tu lancerais pas d'autres newsletters en dehors de Snowball sur des sujets tu vois, qui t'intéressent d'autres sujets carrément. Ouais. ou par exemple, sinon, quelque chose pour éviter, parce qu'il y a toujours un peu un risque de savoir si est-ce que l'audience va accepter un contenu 100% IA. Ouais. Sinon, en fait, même sur le même sujet de l'investissement, mais qui s'appelle pas Snowball, ouais. juste en fait pour tester. pour tester, ouais. Ouais, Comment toi tu vois ça par rapport au fait que vous avez passé 4 ans à faire du contenu manuellement Non, mais si, je pense que oui, il pourrait y avoir une newsletter 100% IA Snowball. Tu vois, pour moi, le daily, franchement, c'est celui qui pourrait vraiment être une newsletter IA. Ouais, je pense qu'on est vraiment à quelques... Tu vois, je retravaille, ça me prend une demi-heure. Ce qui est long, et là où je pense qu'il y aurait peut-être des problèmes, c'est la curation du contenu. Ça, c'est un truc quand même qui est très humain. Le côté de savoir qu'est-ce qui va plaire. Pas évident d'entraîner une IA sur ça. Je vois pas comment je pourrais faire d'ailleurs. Donc, je pourrais pas automatiser la curation du contenu. La rédaction, oui.
Ouais, 100% IA, je pense pas, en tout cas pas à court terme. Sur la production 100% IA, mais pas sur la Ouais, pas sur la curation. sur l'idéation, curation. Ouais. Ouais, et encore, peut-être que je dis ça, mais pourquoi pas. Mais ouais, En vrai, tu pourrais, enfin si, tu pourrais, parce que souvent les sujets que je choisis, tu vois, je suis abonné à des dizaines de newsletters, enfin je sais pas combien j'en ai, mais genre, énormément. Et souvent les actualités, c'est des actualités que j'ai choisies moi, elles se retrouvent dans plusieurs newsletters parce que c'est un peu les plus intéressantes. ah ouais. Et donc tu pourrais dire, ok, si tu as une actu qui est dans plus de 5 newsletters, tu la sélectionnes. Ah ouais. Et peut-être que s'il y en a plus de 10, tu vois, bah en fait c'est moi qui vire celles qui sont pas bonnes. Donc tu pourrais Hmm. potentiellement faire ça. Ouais, tu établis un scoring Ouais, des idées possibles que tu c'est peux avoir ça, dans un newsletter par rapport au nombre d'occurrences qu'il y a dans les autres newsletters, contenu anglophone ou. exactement. Tu pourrais Ouais. faire ça, ouais. Donc ouais. Et après sur le deuxième projet hors Snowball, non, je pense pas. Euh, non. Et puis je pense pas que les lecteurs soient vraiment contre les newsletters 100% IA. Je pense que tant que c'est transparent, tu vas dire ok, c'est Snowy, l'IA Snowball qui a rédigé ce contenu. Ah Je ouais. pense que ça passe. Euh, Oui, oui, en fait, ouais. il y a quand même l'image de marque, la qualité du contenu. Enfin, ils Mhm. savent que derrière, ils vont chercher quelque chose qui est quand même différent d'un contenu qu'ils pourraient avoir ailleurs. En fait, il y a quand même quelque chose en plus. Ouais. Non, c'est vrai que si c'était 100% IA, est-ce que les gens sont prêts à payer si c'est du contenu créé par l'IA? C'est ça la question. Là, j'ai pas la réponse. Est-ce que si c'est du contenu créé par l'IA et c'est 2 fois moins cher? Ouais, peut-être que. Enfin, après, il y a Ouais, un tu peux. incentive Oui, tu pourrais dire économique. tu payes plus cher si c'est des humains et moins cher si c'est des. Les sources sont vérifiées, donc c'est plus cher. Sinon, on vérifie rien. Ouais, tu Non, pourrais faire mais, un modèle comme ça. euh, Normal. mais et d'ailleurs, autre opportunité sur la création de newsletters un peu multilingue. Mhm. Est-ce que un jour vous envisagez de être dans toute l'Europe sur ce sujet-là de l'investissement? Parce qu'avec l'IA, mine de rien, vous pourriez Ouais. créer un snowball en Italie, Espagne, etc. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as déjà pensé? Ouais, j'avais déjà pensé bah, avant l'IA, de toute façon, Ouais, ouais. à s'exporter. Mais alors, je pense qu'il y a 80% du contenu, c'est un tronc commun à tous les pays. Ouais. Voilà, quand tu parles d'investissement long terme, des intérêts composés, enfin tout ça. Et après, tu as 20% où c'est spécifique à chaque pays. Hmm. Tu vois, nous, on a des assurances vie, mais peut-être qu'en Italie, c'est autre chose, et c'est pas les mêmes règles, et c'est pas la même fiscalité. La réglementation. La réglementation est différente, donc traduire, compliqué, parce que dans chaque newsletter, il y a forcément un petit truc où c'est lié à la France. Donc ça, je vois pas trop comment on pourrait le faire facilement. Ou alors, il faudrait, tu vois, taguer dans la newsletter, ok, ça, il faut le modifier, c'est un humain qui le modifie, tu vois. Ça pourrait être ça. Mais pas évident à exporter, simplement. C'est pas comme si on avait une newsletter sur l'entrepreneuriat, tu vois, Ah ouais. où là, on pourrait potentiellement, dans tous les pays, ça serait la même chose. Donc ouais, dur à dire, ouais. Ouais, les contenus généralistes possibles, mais quand on est sur ouais, des contenus propres. Ouais, chaque pays, pas évident. Dernière question, merci de ce partage sur la création de contenu, les opportunités. Euh, Là, c'est plus d'un point de vue personnel. Mhm. Est-ce qu'il y a, c'est quoi un petit peu l'actualité ou ouais, l'information sur l'IA qui t'excite pas mal à venir, que tu as et tu te dis, ah ouais, quand on va atteindre cette étape-là, c'est assez excitant. Je pense que ouais, c'est tout ce qui est robotique qui me fascine pas mal. Euh, ouais, enfin, que ce soit humanoïde ou autre, mais enfin, je me dis oui, enfin, en vrai, tu vois, aujourd'hui, on a des petits robots Roomba là, qui font ton ménage. Le jour où on aura des vrais humanoïdes qui peuvent vraiment t'accompagner, euh, alors que ce soit les tâches ménagères ou même, j'en sais rien, moi, autre, tu vois, j'ai un pote qui est cuisiniste, qui serait content d'avoir son petit robot pour l'aider à monter des cuisines, quoi, tout simplement. Donc ouais, cette partie robotique, enfin robotique B2C plutôt, Ouais, je trouve ça assez fascinant. Alors, il y a un petit côté flippant aussi à tout ça, mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment ça. Je pense que ouais, ce sera vraiment l'étape
après les GPT là, qui était assez ouf, qui va être encore la deuxième, genre le deuxième effet waouh quoi, tu vois. Enfin, ouais. Ouais. Quand ça va vraiment se démocratiser, je pense que ça va être assez incroyable. Donc ouais, je dirais Et ça. c'est intéressant parce que ce point, on pourrait le relier aussi un petit peu à ce que tu avais dit au début sur la partie relation avec la machine, Ouais, qui est un robot, où forcément, si toi, ce qui t'anime pas mal, c'est la partie B2C et être en relation avec un robot. Il y a toute cette question de l'empathie, de la confiance qu'on peut avoir, de la relation émotionnelle qu'on peut lier avec le robot. C'est assez marrant et forcément, ça va être troublant. ouais, c'est clair. Oui, enfin, tu vois là, j'y pense à l'instant, mais je me dis, est-ce que je serais prêt à avoir un robot humanoïde, tu sais, qui a une force incroyable et qui peut potentiellement te tuer. Enfin, c'est vrai. Tu vois, le Roomba, bah ouais, ok, il peut marcher sur la queue de ton chat et c'est tout, quoi. Ça ira pas plus loin. Ouais, le robot qui est chez toi, qui pète un plomb, enfin, je sais pas, ouais, je pense que je dormirais pas tranquille les premières nuits, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Ça va être un vrai défi, je pense, de faire rentrer des robots comme ça dans les maisons, réglementaires, juste psychologique, tu vois, Ouais. d'avoir un robot comme ça. Bref. Mais bon, ça reste quand même un truc assez ouf, je pense. Et je pense que ça va vraiment commencer dans plutôt B2B, tu vois, où je pense que là, ça va être un peu le crash test des humanoïdes Ah ouais. et que ça rentrera petit à petit. Si on voit que ça fonctionne bien dans les entreprises, ce qu'on voit déjà, hein, tu vois, aujourd'hui, les entrepôts Amazon, ils ont déjà des milliers de robots Ouais, ouais. qui tournent automatiquement. C'est pas des humanoïdes, mais bref. Non, mais déjà l'annonce d'Elon Musk avec Ouais, ces robots qui arrivaient, c'est hyper Optimus, impressionnant. ouais, c'est clair. Ouais, donc ouais, c'est ça qui me passionne pas mal, ouais, la partie robotique. Ok, trop cool. Ben, merci beaucoup, Johan, pour tout ton partage, tes conseils. Et puis, je mettrai bien sûr en description le lien vers la newsletter Snowball Yes, et puis toutes les coordonnées. trop bien, merci à toi, c'était très cool. Merci.